Un tête-à-tête pour tenter d'apaiser les tensions. Joe Biden et Vladimir Poutine se sont enfermés pendant plusieurs heures à la Villa Lagrange, une bâtisse gorgée d'histoire. La rencontre est désormais terminée. Vladimir Poutine s'exprime en ce moment en conférence de presse. On ira bien entendu à Genève, mais aussi à New York, Moscou et en plateau Bertrand Badi pour analyser les enjeux de ce face-à-face. Mais avant donc, les images qui nous sont parvenues ces dernières heures en provenance de Suisse, elles sont commentées par Karine Henry. Un cadre enchanteur, une villa magnifique avec vue sur le lac Léman. Mais ce qui va se dire derrière ces murs pourrait s'avérer moins charmant. Vladimir Poutine et Joe Biden côte à côte à Genève, en terrain neutre, pour un sommet chargé d'enjeux. Sur le perron, ils sont accueillis par le président suisse. Je vous souhaite, messieurs les présidents, de fructueux dialogues dans l'intérêt de vos deux pays et du monde. Entre l'Américain et le Russe, la poignée de main est rapide. Mais chacun affiche un sourire. Joe Biden et Vladimir Poutine prennent place dans la somptueuse bibliothèque remplie d'histoire. Les relations entre les deux pays sont au plus bas depuis 30 ans. Un monde les sépare. Il est toujours mieux de se rencontrer en tête-à-tête. Beaucoup de problèmes se sont accumulés dans les relations entre la Russie et les États-Unis, ce qui nécessite d'en discuter au plus haut niveau. Quelques phrases convenues dans le brouhaha des journalistes et puis le face-à-face a commencé. Moins de 3 heures d'entretien et Joe Biden quitte la Villa Lagrange. Aucun dîner prévu avec Vladimir Poutine. Les deux présidents vont donner une conférence de presse chacun de leur côté. L'épilogue d'un long mercredi de retrouvailles. Et sans plus attendre, on retrouve à Genève notre correspondant Michel Tcherouti. Bonsoir Michel, Vladimir Poutine vient de s'exprimer. Qu'a-t-il dit au juste, Michel ? Alors, la conférence de presse, bonsoir Mohamed, n'est pas encore terminée. Vladimir Poutine est encore en train de la donner. Deux choses à retenir. Il semblerait, ce qu'il a dit, avoir à vérifier également avec celle de Joe Biden tout à l'heure, la conférence de presse. Donc, il semblerait que les deux se soient accordés pour améliorer la cybersécurité. Il faut savoir que l'Occident et les États-Unis en particulier accusent régulièrement la Russie de cyberattaque. Et puis d'un autre côté, chose qui est moins connue du grand public, il faut savoir que ni Moscou ni Washington n'ont d'ambassadeurs respectifs des pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambassadeur russe actuellement à Washington et inversement à Moscou. Et les deux présidents auraient accepté, décidé bien que cela devait cesser et qu'il y aurait à nouveau des ambassadeurs en place dans les deux capitales. Michel Tcherouti à Genève. Bertrand Badi, quel est le grand enjeu selon vous de cette rencontre ? L'enjeu est double, côté russe et côté américain. Côté russe, c'est une obsession qui finalement date un peu de la chute du mur, mais beaucoup de l'avènement de Vladimir Poutine au pouvoir, c'est-à-dire redonner un statut international à la Russie aussi proche possible de ce qu'était le statut de la superpuissance bis du temps de la bipolarité. Côté américain, c'est montrer à peu de frais la rupture avec le style Trump, c'est-à-dire il ne s'agit plus de ce leadership isolé qui était ainsi vanté par l'ancien président des États-Unis, mais de reprendre. J'ai tendance à dire, et c'est là tout l'intérêt de ce qui se passe ce soir, reprendre comme avant, comme s'il ne s'était rien passé depuis. Vous savez, les sommets... on n'a connu que ça du temps de la bipolarité. Rappelez-vous, Kennedy, Khrouchtchev, Johnson, Kosygin, Nixon, Brejnev et plus récemment Gorbatchev, Bush. Et c'était le temps de la guerre froide, du campisme, où il y avait deux camps qui se faisaient face. Maintenant, la réalité internationale est plus compliquée. Donc, comment ce duo, qui n'est plus un duo, va gérer un monde ultra fragmenté? C'est l'énigme de ce soir. Et on va voir quels sont les désaccords qui opposent les deux hommes et les deux pays. Direction New York, où nous attend Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Est-ce que cette rencontre, ce face-à-face, fait la une des médias américains ? C'est un sommet dont on parle depuis des jours ici aux États-Unis. Les médias américains sont en breaking news depuis ce matin. Et là, les commentateurs se demandent pourquoi cette rencontre historique qui devait durer 4 à 5 heures, et bien finalement s'est arrêtée au bout de 2h30 seulement. C'est un mauvais signe. En tout cas, c'est perçu ici comme ça. Alors, les attentes n'étaient pas très ambitieuses côté américain. Il s'agissait pour l'administration Biden d'entamer une relation russo-américaine plus
stable, plus équilibrée qu'elle n'avait été avec Donald Trump. Vous savez, Trump accusé d'avoir été très complaisant avec son homologue russe. Les médias américains ont noté le sourire des deux présidents au début de la rencontre lorsqu'ils se sont serrés la main, et puis après le visage plus tendu de Vladimir Poutine avant d'entamer les discussions. Évidemment, tout est scruté. Il s'agissait de business, comme on dit ici, pas de moment de détente, pas de dîner entre les deux présidents. Et on attend donc la conférence de presse de Joe Biden. Actuellement, Vladimir Poutine poursuit sa conférence de presse. Pas une conférence de presse conjointe. Le Kremlin en voulait une, la Maison-Blanche n'en voulait pas. Et les Américains attendent la version de Joe Biden maintenant. Et justement, tout se joue dans cette villa Lagrange, sur les bords du lac Léman à Genève. Michel, on revient vers vous. Pourquoi ce lieu, dit-on, chargé d'histoire? Et d'ailleurs, pourquoi Genève, terrain neutre, c'est ça? Oui, effectivement, Mohamed, Genève, terrain neutre, c'est la raison pour laquelle cette réunion a eu lieu aujourd'hui. La Suisse, qui est habituée à jouer les bons offices, la Suisse qui est le siège du CICR, créé par Henri Dunant, la Suisse qui est le siège européen des Nations Unies, qui a l'habitude aussi de jouer les bons offices pour les Américains depuis 40 ans auprès de l'Iran, qui a l'habitude de recevoir des chefs d'État, qui est rodé à l'exercice. Et puis, évidemment, c'était une rencontre qui était placée, on va dire, sous le patronage historique de cette fameuse rencontre en 1985 entre Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan. Une rencontre qui finalement s'était révélée comme l'amorce de la fin de la guerre froide. Donc symboliquement, historiquement, politiquement, culturellement, au niveau des infrastructures, j'ai envie de vous dire, la Suisse et Genève en particulier ont l'habitude de ce genre de rencontres. Ils sont rodés, ont l'habitude de la discrétion et d'une certaine manière, eh bien, cette rencontre aujourd'hui entre Joe Biden et Vladimir Poutine s'inscrivait parfaitement dans ce contexte historique dont on espère eh bien, que cette rencontre aujourd'hui s'avérera aussi productive, intéressante et historique que celle qui a eu lieu eh bien, il y a maintenant un peu plus de 35 ans. Merci beaucoup Michel pour ces précisions en direct de Genève pour TV5 Monde. Bertrand Badi, on a évoqué l'espionnage tout à l'heure avec Michel Cerutti. On a évoqué ces accusations jugées grotesques par Vladimir Poutine d'ingérence dans la vie politique américaine. L'autre question dont on parle, puisque vous avez évoqué les précédents face-à-face entre soviétiques notamment et américains, c'est la question du désarmement. Tout à fait. Vous savez que le fameux New Start Treaty qui avait été conclu pour 10 ans arrive maintenant à son terme. Il va falloir le renouveler. Là, je pense que ce n'est pas un grand problème parce qu'il y a un consensus tacite de part et d'autre. On a besoin, ne serait-ce que pour des raisons économiques d'ailleurs, de maintenir ce genre de traité. On n'en est plus à l'époque... Ils ont 90% des armes nucléaires du monde, les deux pays. Exactement, exactement. Et cette parité qui est une fausse parité, parce que le décalage s'accroît malgré tout entre la Russie et les États-Unis, fait que les deux parties ont intérêt à maintenir ce traité, et là aussi à rompre avec l'attitude trumpienne qui avait, comme vous le savez, notamment remis en cause le traité sur les missiles à moyenne portée, ce qui avait créé beaucoup d'émotions. Alors on a vu comment aux États-Unis on parlait de cette rencontre. On va retrouver Luc Lacroix à Moscou. Bonsoir Luc. Et en Russie, comment parle-t-on de cette rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine ? Alors, bien sûr, ici en Russie, sur les chaînes d'information en continu, on suit cette rencontre minute par minute. Et pour l'instant, Vladimir Poutine n'a pas fait d'annonce fracassante au cours de sa conférence de presse. Ce n'est qu'un symbole, mais les ambassadeurs américains et russes vont chacun reprendre leur poste respectif. Le seul objectif que s'était fixé la Russie avant cette rencontre, c'était finalement de reprendre contact. Et Vladimir Poutine vient de le dire, il y a des sujets sur lesquels va reprendre. Ça change un petit peu des noms d'oiseaux échangés ces derniers mois. Je vous le rappelle, Joe Biden avait qualifié Vladimir Poutine de tueur et celui-ci avait répondu en disant c'est celui qui dit qu'il est un changement de ton, mais pas forcément un changement de fond, car le Kremlin le reconnaît jamais depuis la fin de l'URSS. Les relations entre les États-Unis et la Russie n'ont été aussi mauvaise. Washington est d'ailleurs d'accord sur ce point et c'est probablement le seul point d'accord aujourd'hui vraiment véritable entre les deux pays. Ce sommet a aussi été l'occasion pour Vladimir Poutine de s'afficher aux côtés de Joe Biden. Et ça, c'est important parce que ça donne l'image d'une Russie incontournable sur la scène internationale. Merci beaucoup, Luc. Sachez que Bertrand Badi acquiesce à ce que vous nous dites en direct de Moscou. On le voit à l'image, Vladimir Poutine continue de s'exprimer et il vient de déclarer que l'opposant Alexeï Navalny savait qu'il violait la loi. Bertrand Badi, on imagine que le destin de cet homme qui est emprisonné est au cœur aussi de ce face-à-face. C'est un
symbole. Et comme tous les symboles, il est instrumentalisé. C'est une violation claire, éblouissante des droits de l'homme. Nul ne le conteste. Mais il y a tant d'alliés des États-Unis qui violent ainsi les droits de l'homme, l'Arabie Saoudite, l'Égypte du maréchal Sissi. Donc, si véritablement l'affaire Navalny, qui n'est pas non plus un véritable allié de l'Occident, vous savez que Navalny avait soutenu l'annexion de la Crimée, notamment, si Navalny est à ce point un symbole pour l'Occident, c'est parce qu'il fallait démontrer à la Russie qu'il y a eu une différence entre le monde occidental, le monde libre, et la Russie. Et ça veut dire surtout quelque chose d'essentiel pour comprendre tout ce qui se passe, à savoir cette volonté de Biden de reconstituer le campisme, c'est-à-dire le camp occidental, reparler d'Occident, reparler du monde. Alors justement, Bertrand Badi, on ne l'a pas encore dit, mais c'est la dernière étape de la tournée européenne de Joe Biden qui disent les observateurs comme vous qu'il veut fédérer le camp occidental, Europe, grosso modo États-Unis, face à la Russie. Laissons la Chine de côté pour l'instant, on en reparlera avec vous dans la deuxième partie. Mais pourquoi cette stratégie au fond? Les États-Unis ont encore besoin d'un ennemi. Vous avez convoqué la guerre froide notamment tout à l'heure. Qu'est-ce qui se joue en fait au-delà, disons-le, des querelles, mais qui existe entre tous les pays, entre la France et la Turquie, entre la Grande-Bretagne en ce moment et des pays de l'Union européenne? Qu'est-ce qui se joue au fond? Plusieurs éléments. Le premier élément, je le reprends, je l'en ai déjà parlé tout à l'heure, la volonté de rompre avec son prédécesseur, qui jouait non pas de l'isolement américain, mais en tous les cas d'un leadership qui ne s'inscrivait pas dans un camp, qui s'incarnait en lui-même, en quelque sorte. Mais plus profondément, il y a une crise de l'hégémonie américaine. Et cette crise, paradoxalement, elle date de la chute du mur. Il n'y a plus d'ennemis en face. Comme la puissance alimente la puissance américaine n'était plus alimentée. La puissance américaine doit faire face à des ennemis, entre guillemets, qui n'ont pas sa taille, qui n'ont pas son statut, qui n'ont pas son rôle. Mais est-ce que la Russie a raison de dire pourquoi est-ce que vous étendez vos bases de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique à nos portes, alors que c'est plus la guerre froide, pour être objectif? Eh bien, justement, tout se passe comme si le pari de Biden était de dire, en reconstituant le campisme, je reconstitue en même temps le leadership américain. S'il n'y a plus de camp, de quoi Biden ou de quoi les États-Unis seront-ils le leader? C'est bien ça le problème. Donc on reconstitue un camp pour s'affirmer comme leader, donc on remet en scène l'OTAN, c'est un autre aspect des choses, et on réintroduit cette idée qui avait quelque peu disparu des écrans radars d'Occident. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que c'est l'Occident? Et est-ce que l'Europe va suivre? Réponse dans la deuxième partie. Est-ce que l'Europe a intérêt à emboîter le pas à Joe Biden face à la Russie et la Chine?